Grande première aujourd'hui pour cette nouvelle émission Partenaire d'Impact, une coproduction entre Mediatico et Impact Production en partenariat aujourd'hui avec Caisse d'Épargne. Pour parler d'un sujet qui va intéresser tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est celui de l'accès au foncier, de l'accès aux locaux d'activité. Alors je rappelle pour commencer que l'économie sociale et solidaire, c'est 2,5 millions d'emplois en France, dans 150 000 structures employeuses et évidemment, il faut des locaux pour développer les activités de solidarité, d'éducation populaire ou de transition écologique, sauf que un maire sur deux en France dit qu'il n'a plus de terrain disponible ou plus de locaux disponibles. Alors, comment l'économie sociale et solidaire peut-elle se développer si elle n'a pas de lieu pour s'installer ? Comment trouver du foncier pour l'économie sociale et solidaire ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette émission Partenaire d'Impact avec nos invités. Et j'accueille d'abord Liuli Dean. Bonjour à vous, Liuli. Bonjour Frédéric. Vous êtes la directrice générale adjointe de la Foncière Solidaire Éthique. Nous sommes également sur ce plateau avec Frédéric Hello. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Vous êtes on a deux Frédéric dans cette émission. Vous êtes le directeur ESS de Caisse d'Épargne Rhône-Alpes. Et puis nous accueillons également Prisca Béroche. Bonjour Prisca. Bonjour Frédéric. Vous êtes, la déléguée générale de l'association La Cloche. Merci à tous les trois d'être sur ce plateau avec nous aujourd'hui. En un mot, en une phrase, j'aimerais que vous nous disiez d'abord ce que ça vous inspire, cette problématique du foncier dans l'économie sociale et solidaire. Et je vais commencer par vous, Liuli. Je dirais que l'accès au foncier, c'est un sujet qui est clé, mais qui est traité de manière un petit peu rapide, peut-être, ou superficielle par les dirigeants des structures, par manque d'expertise. Mais disons que s'il n'y a pas de lieu, il n'y a pas vraiment de projet possible. C'est clair. Donc, il faut du professionnalisme aussi quand on veut développer son activité en matière de réflexion foncière. Frédéric Hello, Caisse d'Épargne Rhône-Alpes, comment vous regardez, vous, ce sujet du foncier pour l'ESS ? Pour le résumer en un mot, moi j'aime bien j'utiliserai le préfixe CO, parce que les facteurs clés de succès, et ça rejoint ce que disait Luli, c'est du collectif, du coopératif, du cofinancé aussi, on y reviendra peut-être, et c'est du co-construit. Et c'est pour ça qu'on parle dans cette émission de partenariat entre vous. On va voir comment. Prisca Béroche, dites-nous ce que ça vous évoque, cette question du foncier, pour vous, en tant que responsable associative ? Pour nous, c'est un sujet qui se range dans la rubrique sujet de coulisses. C'est-à-dire que c'est vraiment toujours des sujets qui ne sont pas toujours les plus visibles, les plus sexy pour des partenaires, mais qui sont pour autant hyper importants pour nous, puisqu'évidemment, on préfère mettre notre impact et notre énergie et nos finances dans d'autres sujets que les sujets locaux. Et c'est quand même des sujets qui reviennent très souvent. Donc, Et votre énergie, elle va d'abord sur vos bénéficiaires, sur les gens pour qui vous avez décidé de consacrer du temps et de l'énergie. Merci à tous les trois. On va voir tout de suite ce que ça veut dire, le foncier dans l'ESS, sur le terrain. Alors pour planter le décor, on va rester avec vous, Prisca Béroche, directrice déléguée générale de l'association La Cloche. La Cloche qui fête ses 10 ans. J'aimerais que vous nous disiez, qu'on comprenne bien, en 10 ans, combien de personnes sans abri, puisque c'est la vocation de votre association, vous avez aidé. Effectivement, on a fêté nos 10 ans il y a quelques semaines, ici même à Césure. La Cloche, elle s'est créée initialement pour recréer du lien social avec les personnes en situation de rue, les personnes sans domicile, partant du principe qu'on pouvait chacune à notre niveau, à notre échelle, recréer ce lien social qui est source de souffrance pour ces personnes qui vivent dans la rue. Progressivement, on s'est rendu compte que l'absence de lien social et la solitude touchaient de plus en plus de personnes. Donc on a aussi élargi un petit peu notre périmètre d'action. Et aujourd'hui, on considère que tout le monde est bénéficiaire de nos actions. Donc, à La Cloche, on ne parle pas de bénéficiaires, mais de personnes concernées, puisqu'on est tous bénéficiaires d'une façon ou d'une autre d'un lien social. Peut-être pour vous donner un chiffre, sur l'année 2024, on a enregistré 93 000 passages dans ce qu'on appelle, nous, le lieu carillon, que peut-être je pourrais développer ultérieurement, qui sont des commerces solidaires. Donc, les personnes qui sont en situation de précarité peuvent venir dans ces lieux et bénéficier d'un accueil digne et respectueux et de produits ou de services mis à disposition par les propriétaires de ces lieux. Donc, l'association La Cloche a créé un réseau, le Carillon, de commerçants solidaires, en fait, qui mettent à disposition
un point Wi-Fi, des toilettes, de la nourriture. Exactement. C'est un petit peu ça, en fait. Exactement, c'est tout à fait ça. Et le service ou le produit, ou les deux, qui sont proposés par les commerces et commerçantes et commerçants, c'est vraiment en fonction des besoins des personnes qui sont en précarité. Donc, on essaie d'avoir une typologie de lieu le plus variée possible pour que ça réponde aux besoins et aux envies des personnes en précarité. Alors, Prisca, vous avez dit, vous êtes ici à Césure, et donc nous aussi, Mediatico et Impact Production sont à Césure. C'est un tiers-lieu. Oui. Vous cherchez des locaux pour développer vos activités. Vous avez trouvé des locaux ici. Mais dites-nous quels sont les besoins que vous avez, parce que votre association, elle n'est pas juste parisienne, en Exactement. Effectivement, on est présent dans 9 villes en France, donc dans les 9 plus grandes villes de France. Nos besoins, ils sont multiples, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des locaux qui, évidemment, peuvent accueillir l'équipe. Donc, on a ici à Paris l'équipe du siège et l'équipe de l'antenne de Paris, donc on est une bonne dizaine, voire une quinzaine. Là où, dans les autres villes, on a des équipes un peu plus réduites, donc on ne cherche pas forcément les mêmes locaux. Mais ce qu'on va chercher, c'est donc forcément des locaux où on peut travailler évidemment dans de bonnes conditions, mais qui soient aussi des lieux dans lesquels on puisse accueillir nos bénévoles, dans lesquels on puisse accueillir les formations qu'on dispense, les réunions du conseil d'administration, etc. Donc ce sont des lieux qui doivent être un petit peu multi-services. Et alors, est-ce que c'est difficile de trouver des locaux ? C'est difficile parce que... À quel point c'est difficile ? C'est difficile parce qu'on a plusieurs enjeux là aussi. En général, on parvient à trouver des lieux qui nous ressemblent, donc souvent des lieux solidaires, des lieux qu'on va partager avec d'autres acteurs de l'ESS, ou des lieux qui sont mis à disposition par d'autres types d'acteurs, privés ou publics. Mais on a toujours un enjeu qui est la proximité géographique de nos actions, donc faire en sorte que les lieux soient pas trop éloignés des endroits où nos équipes vont être amenées à se déplacer, et surtout des lieux qui nous permettent financièrement de nous y retrouver. Et donc ça conjugue quand même un certain nombre de critères qui sont pas toujours faciles à cocher et à trouver dans chacune des villes dans lesquelles on est présent, et on sait qu'il y a une tension de plus en plus forte, donc ça devient de plus en plus un défi. Ouais. Alors, Liu Li Din, ça c'est votre métier, que de mettre en place des locaux qui vont être adaptés pour des structures de l'économie sociale et solidaire, comme la Cloche par exemple. On va regarder ensemble quelques images de Wikivillage. C'est le dernier tiers-lieu que vous avez inauguré l'année dernière à Paris. Il se trouve qu'on était présent avec Impact Production et on a filmé un petit reportage sur votre inauguration. On regarde les images. Et vous allez nous les commenter, vous allez nous dire qu'est-ce qui se passe au Wikivillage, à quoi ça sert. Oui, très bien. Alors, Wikivillage, c'est notre nouveau hub de l'innovation sociale et environnementale, donc situé en plein cœur du 20e arrondissement à Paris, donc inauguré en 2024. Donc, il s'agit d'un village vertical de 7500 mètres carrés qui, justement, est multiservice, puisqu'on a des bureaux partagés, des bureaux privatifs aussi, des espaces de coworking, espaces événementiels pour accueillir les différents événements, les réunions des structures qui sont résidentes et aussi ouvertes vers l'extérieur. On a un Fab Lab et un rez-de-chaussée avec des services. Donc, concrètement, c'est un lieu qui est éco-géré et aussi à la pointe de l'éco-conception. Et l'idée, c'est d'en faire un lieu inspirant pour créer des synergies entre les structures résidentes. Vous accueillez combien de structures aujourd'hui sur Wikivillage ? Aujourd'hui, on a une trentaine de structures. D'accord. Et dites-nous pourquoi Ethic a choisi de se spécialiser dans la création et la gestion de lieux pour l'économie sociale et solidaire. Alors, Ethic foncièrement responsable, notre métier, c'est de concevoir, financer et de gérer des lieux pour des organisations à impact. Donc, ça fait plus de 15 ans qu'on fait ce métier. On a été pionniers dans ce secteur. Et la constante de ce qu'on voit, c'est que les acteurs, en fait, galèrent à trouver des lieux qui leur ressemblent. Et il y a une forme d'exclusion quasi systémique en fait de ces acteurs, des structures de l'ESS dans le marché locatif classique. Comment ça se comprend ça ? C'est juste à cause de la question du prix ? Non, pas seulement. Non. C'est une méconnaissance déjà des modèles économiques de ces structures-là. Donc souvent, on les met tous dans le même panier en disant ce sont des structures qui ont peu de garanties financières, qui ne sont pas solvables. Et on oublie souvent que ce sont ces structures-là qui font tourner parfois des quartiers entiers. Et au-delà de ça, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a quand même une diversité des modèles économiques dans les structures de l'ESS. Et la capacité à payer un loyer de marché ou pas va dépendre évidemment du modèle de revenu, du stade de maturité
maturité de la structure, du secteur et aussi des porteurs de projets. Et alors chez vous, le niveau du loyer, il est inférieur de combien au prix du marché classique ? Alors, je crois qu'on fait tous une espèce de fixette, sur fantasme sur le loyer. En fait, il faut vraiment regarder toutes les modalités d'un bail ou d'une convention de mise à disposition. En tout cas, il faut regarder le loyer, le niveau de charge et tous les services qui sont inclus. Il y a des structures qui ont besoin du strict minimum et d'autres qui ont besoin d'avoir des services mutualisés avec d'autres entreprises et d'autres structures. Et il faut regarder cette équation-là. Au-delà de ça, il y a aussi les modalités d'entrée, de sortie, l'accompagnement pour les travaux ou non. Il faut regarder la durée du bail. Enfin voilà, c'est un ensemble de choses qu'il faut regarder. Alors pour résumer, si vous avez une plus-value que vous apportez et que n'apporte pas le marché privé, ce serait laquelle ? C'est la connaissance des modèles économiques des structures qu'on héberge. Donc en fait, ça se joue vraiment en phase amont des projets où on va co-construire avec les collectivités et les porteurs de projets qui viennent en réalité avec leur cahier des charges en termes d'usage, mais aussi en termes de capacité financière. À partir de là, on va construire un modèle qui fonctionne avec leur capacité à payer. Et parfois, ça ne marche pas. Parfois, on n'y arrive pas. Il y a des projets qui ne peuvent pas se faire. Mais en tout cas, nous, on a cette expertise-là. On a une équipe d'ingénieurs en interne qui sont capables de construire des modèles qui tiennent la route. Vous avez combien de lieux en France aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a une dizaine de lieux. On a 10 lieux, exactement. Ouais. Frédéric Hello, on est en train de parler du modèle économique des structures de l'économie sociale et solidaire. J'aimerais que vous nous disiez, parce que, alors vous représentez Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Et TIC, son siège est à Lyon. C'est pour ça que vous êtes aujourd'hui sur ce plateau. Mais la problématique n'est évidemment pas que parisienne, on est à Césure à Paris, ni que lyonnaise, elle est nationale en réalité. Donc comment est-ce que vous regardez cette question-là et dites-nous pourquoi vous avez décidé d'accompagner les structures de l'ESS sur des projets fonciers ? Je pourrais rappeler rapidement, parce qu'on nous le demande. Parce qu'on nous le demande et parce que c'est une problématique que nous partageons aussi avec tous les agents publics économiques du territoire. Et je pense notamment et en premier lieu aux collectivités territoriales et aux bailleurs sociaux qui s'intéressent également à ces sujets. Et il se trouve que localement, ce sont des... Je vais parler de clients, excusez-moi, mais c'est des structures que nous accompagnons et que nous finançons également. Et ces structures-là ont cette préoccupation-là également. Elles ont du foncier, elles ont des friches industrielles, elles ont différents sujets. Et selon la sensibilité de la collectivité, on va travailler ensemble ces sujets-là, en fait, en partenariat. Avant même de parler de crédit, avant même de parler de financement, la préoccupation, par exemple, de la métropole de Lyon, qui avait travaillé avec Éthique notamment sur un recensement de l'ensemble des terrains et des surfaces disponibles sur le territoire, réserve dans cette démarche-là toujours une part importante à l'ESS. Et nous, on échange énormément avec ces gens-là. Et la même chose avec les bailleurs sociaux. On a créé localement une initiative qui s'appelle Mur Porteur, qu'on a créé avec la CRES, et qui consiste à... Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Il faut bien me reprendre sur les acronymes, d'autant plus que j'en suis un élu. Juste pour faire comprendre à nos internautes. Ouais. Exactement. Et donc dans ce champ-là, en fait, on propose à structures de l'ESS en recherche de locaux de venir pitcher en quelque sorte leur projet avec un petit cahier des charges qui n'est pas aussi exigeant que celui d'Éthique, pour voir si on peut leur proposer, alors pas seulement des locaux, mais avant tout des locaux, effectivement, au travers de ce que peuvent avoir les bailleurs sociaux qui composent ce collectif. Donc on est un peu à l'écoute, on est dans un réseau quelque part, hein. Et dans ce réseau-là, effectivement, la préoccupation du foncier, on la voit bien arriver. Et effectivement, c'est des sujets sur lesquels on essaie de répondre là aussi en groupe, en co-construction, en collectif, avec des fonds impact, avec la Banque des Territoires, qui est un acteur très important sur ce sujet également, des agences de l'État comme l'ANRU, parce que je pense que tu reviendras sur Wikivillage, et fait que nous, on intervient à la fin du projet, en fait. Quand on a un plan de FI qui est à établir, qu'on peut faire amender d'ailleurs. Plan de financement ? Plan de financement, ah, exactement. Ah, c'est banquier. Ce qui permet ensuite d'ajuster une durée de prêt, un mode de financement, et puis autre chose. Donc là, j'ai parlé de l'environnement, de l'écosystème quelque part. C'est aussi nos clients, puisqu'on a 1400 structures de l'ESS à peu près qui sont gérées par nos conseillers spécialisés ESS. Et ces structures-là, typiquement, nous posent des questions sur je cherche des locaux qui soient plutôt placés près de mes bénéficiaires, évidemment. Et c'est là où on essaie de mettre en réseau et de mettre en relation. 1400 structures que vous avez en portefeuille, vous, oui, en Rhône-Alpes, ou c'est au niveau national ? En Rhône-Alpes. C'est en Rhône-Alpes uniquement. En Rhône-Alpes. Et sur ces 1400, quelle est la proportion de celles qui cherchent des locaux, à peu près ? Vous avez une idée ou pas ? Toutes. Toutes.
quasiment toutes. D'accord. Puisque selon votre modèle économique ou votre mission, entre guillemets, soit vous avez juste besoin de bureaux, soit vous avez besoin, parce que vous êtes dans une école, donc c'est des locaux très particuliers qu'il faut mettre en œuvre, soit vous faites de l'industriel, parce que dans l'ESS, on adresse tous les secteurs de l'activité économique, soit vous faites de l'agriculture, et là, ça sera encore une autre problématique. Donc, on a des besoins très diversifiés. Et quand on parle de foncier, c'est de la terre agricole, c'est du hangar, c'est du bureau, c'est du logement. Aujourd'hui, beaucoup de foncières solidaires s'intéressent énormément au logement et aux alternatives au logement, dans le domaine du bien vieillir, du handicap. Donc, on a moult sujets qui s'adressent à nous. On voit comment les acteurs de l'ESS répondent à des besoins majeurs et évidemment, pour mettre en œuvre leurs réponses, ils ont besoin de partenariats. On va aller voir en quoi consistent ces partenariats. Alors pourquoi les alliances sont-elles nécessaires pour trouver du foncier pour l'économie sociale et solidaire? Écoutez, on va se tourner vers Prisca Béroche parce que c'est vous qui nous apportez la parole de terrain aujourd'hui dans cette émission. Est-ce que l'absence de locaux freine votre activité sociale? Indirectement, oui. Indirectement, oui, parce que, à nouveau, c'est de l'énergie qu'on consacre à la recherche de locaux, énergie qu'on aimerait mettre plutôt sur nos activités directes auprès des personnes qu'on accompagne. Et c'est des financements qu'on aimerait mettre aussi plutôt sur l'impact direct de nos activités. Donc, indirectement, oui. Après, effectivement... Jusqu'à présent, la Cloche a toujours eu un peu de chance par son réseau d'acteurs, le réseau de l'écosystème ESS, où on a réussi jusqu'à présent à trouver des locaux. Mais on sent que le marché se resserre, que on est tous à peu près dans la même situation. Surtout quand on occupe des habitats temporaires, on sait que c'est pour une durée déterminée, qu'à l'issue du projet, on va tous être sur le marché au même moment pour chercher des locaux. Alors c'est bien que vous en parliez parce que je voulais vous demander quelles sont les options qui s'offrent à vous. Vous êtes une asso, vous avez une mission de solidarité évidente envers les sans-abri, vous avez une équipe de salariés, vous avez aussi des bénévoles, il vous faut des locaux, vous avez parlé de formation. Et quelles sont vos différentes possibilités de trouver des locaux? Est-ce que vous cherchez des locaux gratuits? Est-ce que c'est forcément du transitoire? Est-ce que vous cherchez du pérenne? Est-ce que vous avez les moyens? Voilà. Ouais. Le gratuit, je pense qu'on le cherche tous et toutes. Quand il y a des options comme ça, effectivement, c'est ce qu'on va privilégier. Si à nouveau, ça coche les cases de l'accessibilité et de la situation géographique, évidemment qu'on va privilégier ce genre de locaux. On va toujours chercher effectivement des locaux qui proposent soit des tarifs privilégiés pour les associations ou soit qui reposent sur un modèle économique dédié aux associations. Et donc ça, c'est forcément des locaux municipaux? Pas toujours, ça peut faire aussi l'objet ça peut être du loco privé ou ça peut être presque de la sous-location auprès d'acteurs qui, eux, louent un espace qui est devenu trop grand pour eux et qui sous-louent un petit morceau de leurs locaux pour que, nous, on puisse disposer d'un espace qui nous convient à moindre prix, à moindre coût et que eux puissent s'y retrouver aussi dans leur engagement. Donc on est vraiment très, très flexible sur le format et je pense qu'on est obligé de l'être. Mais on a nos critères quand même qui nous permettent de cibler un peu plus nos recherches. Oui, puis vous avez besoin probablement d'avoir certains critères de qualité de locaux. Vous ne pouvez pas prendre n'importe quoi non plus. Non, complètement. On ne peut pas prendre n'importe quoi. Quels sont les critères essentiels pour vous ? Je pense déjà à un logement salubre, ça va de soi, mais oui, qui puisse nous permettre à nous les salariés de pouvoir travailler quotidiennement, si on le souhaite, dans des bonnes conditions. Donc évidemment quelque chose qui nous permette d'avoir un mobilier professionnel, d'avoir des bonnes conditions au travail, et puis de pouvoir accueillir les publics, les bénévoles, nos élus du conseil d'administration quand il y a des réunions du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, de pouvoir accueillir aussi le grand public quand on réalise des formations grand public. Donc c'est vraiment des locaux qui à la fois doivent être d'une taille adaptée, mais aussi... C'est quelle superficie dont vous avez besoin ? Alors ça dépend. Ici à Paris, on est donc une petite quinzaine, donc on a un très grand open space qui nous convient parfaitement et on a ensuite 2 salles de réunion, voire 3 quand on en a besoin. Ça nous arrive quand tout le monde est en réunion en même temps d'aller un peu dans les couloirs, essayer de trouver des petits coins de réunion. Les besoins dans nos antennes seront un peu différents, puisqu'en général, on a entre 1 et 5 salariés par antenne, donc les besoins sont moindres en termes de surface, mais on va toujours avoir besoin d'un espace cuisine, toujours avoir besoin d'au moins une salle de réunion qui puisse elle-même accueillir entre 5 et 15 personnes en fonction des usages qu'on en fait, quoi.
Alors, on le disait tout à l'heure, vous êtes à Césure, c'est un tiers-lieu transitoire, donc éphémère, qui est géré par la coopérative Plateau Urbain. Donc, on est toujours dans l'économie sociale et solidaire. Liulidine, la particularité d'éthique, qui est une forme de concurrent de Plateau Urbain, mais vous pourrez revenir sur cette terminologie. Votre particularité, c'est de créer des lieux durables et pérennes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous arrivez à faire ça ? Oui, tout à fait. Alors oui, effectivement, notre cœur de métier, c'est la durabilité. Donc, la durabilité sur la quête du juste milieu entre le social, l'environnemental et l'équilibre financier, mais ça veut aussi dire exister, durer, prospérer dans le temps. Donc, nous, on fait des lieux pérennes, donc on va plutôt s'adresser, contrairement aux transitoires, à des acteurs qui sont dans une autre phase de développement, en réalité, qui ont envie d'investir dans un lieu pour s'ancrer, pour pouvoir se développer, parce qu'une fois qu'on s'ancre dans un lieu, on va pouvoir recruter, fidéliser les talents, avoir de l'impact et territorial et l'impact social. Et dans ce cadre-là, effectivement, on a besoin d'investir et le foncier, ça coûte cher. Et donc, hormis les obstacles, je dirais, liés au réglementaire et à la technique, on a évidemment, comme finalement nos résidents, des obstacles liés au financier. Alors, il faut investir. Oui. Et ça représente combien ? Quand vous investissez dans Wikivillage, par exemple, c'est quel montant ? C'est des montants qui se situent entre 20 et 30 millions d'euros. Quand même. Quand même. Voilà, donc là, on parle de très gros montants. Et oui, et dans ce cadre-là, effectivement, on va s'adresser plutôt à des financeurs spécialisés qui comprennent notre métier. Oui, c'est ça, parce que c'est quoi les obstacles qu'il faut lever, en fait, quand vous avez un projet comme celui-là, qui est c'est un paquebot quand même, Wikivillage, ouais. Et il n'y a pas que lui, il y a d'autres projets dont vous pouvez parler aussi ailleurs en France, qui sont les vôtres. Quels sont les premiers obstacles que vous rencontrez ? Les premiers obstacles, en général, comme je vous dis, c'était plutôt technique et réglementaire. De toute façon, c'est inhérent à chaque projet immobilier. Mais concrètement, c'est de pouvoir assembler aussi les partenaires clés pour faire ce projet, parce que le projet, on ne le fait pas tout seul. D'ailleurs, comment est-ce que se fait un projet ? En amont, souvent, ce sont les porteurs de projets ou les collectivités qui nous sollicitent. Donc, comme je vous le disais en introduction, donc, ils arrivent avec leur cahier des charges et on va pouvoir co-construire ensemble un projet. Arrive le moment où on doit créer un modèle économique et penser à un montage, ça c'est une expertise que va plutôt voir éthique. Donc on est un petit peu le chaînon qui arrive pour que le projet puisse être crédible et notamment auprès des financeurs. Et comme je disais, au niveau des financeurs, pour aller au-delà de l'obstacle, nous, on s'adresse plutôt à des financeurs qui sont spécialisés. Donc, on parle de la finance solidaire. Donc, on a des particuliers qui sont investisseurs chez nous. On a également des fonds à impact et on travaille avec des banques dites éthiques, comme la Caisse d'épargne. Je donne le cas de Wikivillage sans la Caisse d'épargne qui n'aurait pas eu lieu en 2019. On cherchait à lever des fonds, donc les 20 à 30 millions dont je parlais. Et clairement, personne à cette époque-là, pendant le Covid, voulait entendre parler des commerces, des bureaux. Et finalement, c'est avec des partenaires qui comprennent le métier, qui comprennent la mission, qu'on arrive en fait à en faire quelque chose. Et donc, clairement, sans la Caisse d'épargne, Wikivillage n'aurait pas vu le jour. Donc, un grand merci. Un grand merci. Alors, Frédéric Hello, racontez-nous. Je suis quand même venu, merci. Oui, c'est peut-être là quand même. Mais racontez-nous comment est né ce partenariat, à quel moment et quand ça s'est fait. Je parlais de réseaux tout à l'heure, de réseaux locaux. Et alors, la date, je crois que c'est 2017. Je crois que c'est 2017, peut-être 2016, un peu avant, parce que j'avais entendu parler déjà de leur premier projet phare à Lyon, qui était EVA, qui était une très belle réalisation, dans lesquelles je trouvais en locataire mes clients, tout simplement. Donc ça, déjà, ça générait déjà une première manière de se parler, de se découvrir et de faire connaissance. Mais c'est surtout aussi le rôle assez moteur de la métropole de Lyon, que j'évoquais encore tout à l'heure, qui avait rassemblé les acteurs de l'ESS autour de groupes de travail dédiés, dont un sur le foncier. Et c'est là où on a commencé à rencontrer effectivement les équipes d'éthique. Et on a commencé à échanger, et notamment sur Wikivillage, mais sur d'autres aussi sujets. Donc, me souviens très en amont. Oui, très en amont. Oui. Très en amont. Parce que Wikivillage n'était pas forcément à Paris au départ, c'est ça ? Il aurait pu être à Lyon ? Non, c'était à Paris, mais comme le siège était à Lyon, naturellement, on a commencé à évoquer le sujet. On a fait part de notre intérêt à approfondir la question avec eux. Dans un autre temps, dans d'autres domaines, on a eu, je crois, l'occasion de mettre en relation d'ailleurs éthique avec la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, par exemple, pour leur très beau projet à la cartoucherie, que je rêve d'aller visiter un jour.
qui est une très belle réalisation, qui ont été faits par une autre caisse d'épargne. Et Wikivillage, on a commencé à travailler le sujet, effectivement. Alors, pourquoi ça vous a motivé, ce projet et cette collaboration, ce partenariat avec Ethic ? Ça nous a motivés dans la mesure où, à l'engagement des acteurs de l'ESS que l'on connaît bien, à l'idéal poursuivi, à la mission poursuivie, il y a une très grande rationalité dans l'analyse d'un dossier. Et ça, pour un banquier toujours un peu feignant, c'est assez bien, parce que quand vous arrivez à un dossier analysé, vous savez que, quelle que soit la question que vous allez poser, vous aurez la réponse. Et la réponse, on l'a eue sur la manière de prendre les loyers, la manière de facturer, la manière d'avoir un taux de remplissage, de nous convaincre en post-Covid que ce modèle-là était encore valable. Je me souviens encore de l'ensemble de ces échanges-là. Donc, convaincre un converti récemment à l'ESS que j'étais à l'époque, c'était pas difficile, puisque généralement les convertis les plus récents sont les plus radicaux, paraît-il. Mais il fallait ensuite convaincre les hommes de l'art chez nous, qui sont, on appelle les hommes de risque et d'engagement, et avec un dossier si bien monté, si bien ficelé, si bien aussi entouré quelque part, parce que le professionnel éthique, c'est aussi d'avoir fédéré autour de soi des gens très différents. Enfin, tu pourrais parler en détail des fonds impact. Ce sont des fonds impact, certes, qui ont une sensibilité ESS, mais ce sont des fonds. Et les fonds, quand vous vous adressez à eux, c'est une véritable analyse approfondie, radiographie sur l'ensemble de la structure. Donc tout ça sont des éléments qui rassurent le banquier. Après, ce qu'on peut faire, nous, c'est effectivement, avec notre regard, c'est dire la dette que l'on peut mettre à la fin, on peut l'ajuster comme ci ou comme ça. On peut augmenter la durée, la baisser, travailler aussi en lien avec la Banque des Territoires qui était intervenue sur Wikivillage. Donc c'est tout ça, c'est des échanges interactifs. Et au cours de ces échanges-là, on apprend aussi à se connaître, à comprendre aussi la problématique de l'autre. Et ça permet effectivement de co-construire quelque part ou de participer à la co-construction de ce projet qui est un projet magnifique. On peut dire aussi que ça n'aurait pas forcément été possible dans d'autres banques. Si vous êtes aujourd'hui partenaire de Caisse d'Épargne, c'est parce que vous avez cette ouverture-là. Vous êtes directeur ESS Caisse d'Épargne en Alpes. Il n'y a pas de direction ESS dans toutes les banques privées, en réalité. Et ça nécessite, j'imagine, une ouverture d'esprit, une appétence pour l'ESS de la part de la banque elle-même. Oui. Alors, on en est très fiers, mais en même temps, c'est pas non plus, on va pas non plus se glorifier plus que ça, puisque nous sommes un acteur de l'ESS statutairement déjà, puisque nous sommes une banque coopérative régionale, avec une très belle histoire. Et j'aime toujours à rappeler à mes confrères que l'histoire de toutes les banques, y compris les grandes banques nationales, qui sont peut-être éloignées de ces sensibilités, en fait, un projet de banque, c'est un projet ESS à la base. Il s'agit de transformer l'accès au crédit pour les gens d'un territoire. Crédit, c'est éviter l'usure et éviter effectivement que la faillite d'un débiteur entraîne des faillites beaucoup plus douloureuses. On l'a un petit peu oublié au XXIe siècle, non ? On l'a peut-être un peu oublié, oui, parfois, en certains sujets. Mais dans les caisses d'épargne, on a toujours cette posture-là, doublée aussi du fait d'être souvent un peu plus patient et un peu moins gourmand dans les investissements que nous pouvons faire, que ce soit en crédit ou en fonds propres. Alors on voit que la motivation est là pour répondre aux besoins des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Maintenant, il faut construire le partenariat et son modèle économique. Liu Lidin, votre modèle économique, c'est celui d'une foncière solidaire qui pratique un loyer raisonné. Comment est-ce que vous faites ça ? Oui, très bien. Alors, j'ai plusieurs leviers à vous partager. Alors, au niveau du loyer raisonné, on parle de loyer adapté aussi, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc, c'est un montage qu'on fait en amont des projets, de manière à ce que ce soit viable pour nos locataires. Donc, ça peut aboutir sur un projet, disons, plus ou moins low cost ou plus ou moins premium si on inclut tous les services. Deuxièmement, il y a aussi le fait qu'on a internalisé pas mal de métiers au sein de l'entreprise, qui fait qu'on a coupé pas mal de marges qui auraient été facturées si on avait sous-traité certaines missions en externe. Troisième levier, c'est qu'on a aussi des financeurs qui sont solidaires, qui ne sont pas dans une quête effrénée à la surrentabilité et qui sont surtout exigeants aussi sur tout ce qui est performance extra-financière. Et enfin, je parlerai aussi des sujets de subvention. Donc, Ethic, contrairement à plus de 50% des tiers-lieux, on ne bénéficie pas jusqu'à maintenant des subventions de fonctionnement. En revanche, quand on prend des risques, notamment au niveau des constructions, quand on a envie d'innover sur des sujets d'éco-construction, on va aller solliciter des subventions d'investissement. Et ça, c'est le cas pour Wikivillage en particulier, parce que la façade est en bois, vous avez beaucoup d'équipements à l'intérieur qui sont durables. Tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la clé de votre durabilité économique en tant que structure éthique? À l'origine, Éthique, c'est une société anglaise, si je me souviens bien. Vous êtes la branche française de la société anglaise? Alors en non, fait, on fait partie d'une famille qui s'appelle Ethical Property, et Cecilia Lo Selva, qui est la fondatrice d'Ethic, en fait, a travaillé chez Ethical Property, a effectué un énorme changement d'échelle en étant directrice des opérations à l'époque. Et l'histoire, c'est qu'il y a eu des résidents anglais qui avaient aussi des antennes en France, donc qui ont demandé est-ce que vous aurez aussi des tiers-lieux en France. Donc c'est comme ça que Cécile est rentrée en France et a développé le concept. Mais du coup, c'est... Durer 15 ans, c'est pas rien quand même. Donc comment vous faites pour stabiliser votre structure économique en tant que société foncière? L'idée, en fait, c'est de dire que chaque projet en soi doit déjà être viable. Donc nous, on a un modèle qui est très peu dépendant, comme je vous le disais, des subventions de fonctionnement. Donc l'équipe d'ingénieurs essaie de concevoir chaque projet, chaque lieu, avec un modèle en tout cas qui puisse être viable sur le long terme. Et ensuite, avec l'économie d'échelle, parce que du coup, on est en changement d'échelle. Donc voilà, on a un rythme de croissance assez intéressant. Là, sur les 12 derniers mois, on a ouvert 3 lieux. Donc on a eu Wikivillage, la Loco à Lille, et on a aussi la Villa créative dédiée aux industries créatives à Avignon. Donc on bénéficie évidemment aussi des économies d'échelle. Sur la rentabilité dont vous parliez, il vous demande combien, le banquier, de rentabilité? Là, on a le droit de parler de ça? Non, on n'a pas le droit de parler de ça. Alors, je me tourne vers Frédéric Hello. Frédéric, quel est le taux de rentabilité dont vous avez besoin pour assurer un dossier propre qui permettra de financer un projet comme celui de Wikivillage? Vous n'êtes pas sur du 10-12%, on est clair? Non, pas du tout, et très loin. Je ne l'ai même pas en tête. Ce que je sais, c'est que la banque est une industrie qui transforme de l'épargne en crédit. Je le fais très très court. Et la différence entre l'épargne que vous rémunérez et le crédit que vous accordez, là où dans certaines professions, vous avez taux de marge de 30%, pour la banque, c'est moins de 1%. Donc c'est juste pour amener un peu le débat sur cette question de marge. Donc non, on n'a pas fait à l'époque, on a fait certainement nos meilleures conditions, ça c'est clair, parce que c'est un projet qui nous motivait et dans lequel nous croyons vraiment beaucoup. Voilà, donc le taux, c'est le taux de l'époque. Donc 2017, il faut retrouver la courbe des taux et puis vous ajoutez 0,5 à ce taux. Élargissons le sujet. Quels sont les différents leviers qui sont à votre disposition pour aider le financement de l'immobilier dans l'ESS? Alors, les différents leviers, il y a déjà ce que j'ai dit, les partenariats, le réseau, échanger l'information, identifier les besoins, et ça, on peut y participer de manière totalement gratuite, ce qui nous permet ensuite d'être en contact avec des projets qu'on peut éventuellement aller financer par ailleurs. Ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, c'est tout simplement, et là, il n'y a pas de dispositif spécifique, puisque notre analyse, elle est la même, c'est je vais prêter à 10, 15, 20 ans, parfois plus, pas dans le cas d'Éthique, mais parfois plus, et je dois m'assurer que pendant 10-15 ans, ces structures-là seront toujours là, ou d'autres qui vont les remplacer par un taux de rotation, pour pouvoir assurer le remboursement de ma dette et me permettre de respecter mes épargnants et mes sociétaires qui, derrière, pourraient me demander des comptes dans l'exercice de ma mission. Donc, c'est le modèle économique, c'est la capacité de remboursement, c'est le sérieux du gestionnaire, qui a une capacité à générer des contrats de location durables avec des structures durables, que moi-même, d'ailleurs, je peux connaître, puisque beaucoup de structures, je le disais tout à l'heure, sont des clientes de la Caisse d'épargne, quand elles ont le besoin de local à EVA. J'ai commencé par là. Et donc, sans trahir de secret bancaire, parce que je n'ai pas le droit de communiquer quoi que ce soit sur la santé financière de ces structures, il nous arrive effectivement tout simplement de savoir qu'une structure est accompagnée par la Caisse d'épargne. C'est une marque aussi de notoriété et de confiance, dont une structure, elle, peut faire état pour le coup auprès d'Éthique pour dire je suis accompagné par la Caisse d'épargne. Donc, c'est un gage, là aussi, de durabilité et de sérieux. Après, Wikivillage porte très bien son nom parce que l'ESS, quand je parle de réseau, c'est un village. Donc tous ceux qui s'engagent auprès d'un acteur de l'ESS se connaissent. L'acteur de l'ESS connaît tous ceux qui s'engagent autour de lui et c'est un peu comme la famille qui prête à une structure, ce qui vous responsabilise beaucoup quand vous faites l'objet de tel soutien. Donc vous avez un loyer modéré par Éthique, vous avez eu un crédit par la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne a fait appel à d'autres acteurs partenaires comme France Active, par exemple. Vous avez pu avoir une plateforme de crowdfunding avec vous, un fonds à impact. Tout ça fait que vous êtes très regardé. Vous avez pu être accompagné là pour le coup avec des subventions par la collectivité. Et donc vous êtes assez responsabilisé quand même. Vous avez beaucoup de perdus au-dessus de vous
qui vous ont analysé, qui ont considéré que vous aviez une belle durabilité. Ces acteurs-là se rassurent les uns les autres par rapport à leurs engagements. Et en même temps, le porteur de projet final, il dit « je suis un peu condamné à réussir quelque part ». Mais ils se sont aussi soutenus par une chaîne de partenariats. Absolument. Et c'est ça dont on a envie de parler dans cette émission. Prisca Béroche, vous, à la Cloche, quand vous trouvez un lieu, est-ce que vous sollicitez toujours votre banquier ? Jusqu'à présent, non, parce qu'on était sur des modèles plutôt classiques de location, avec un engagement qui était celui d'un locataire. Donc, on n'a pas eu nécessité. En revanche, c'est vrai que ça peut être des sujets dont on peut discuter avec notre banque. On a basculé donc à la Caisse d'épargne depuis début 2025 et on a la chance d'être vraiment très bien accompagné par effectivement une conseillère qui connaît les enjeux des acteurs. Donc, ça change vraiment tout. Et on sait que notre investissement sur ce sujet-là, il peut être, nos réflexions peuvent être nourries par l'apport en fait de notre conseillère qui connaît bien le sujet. Donc jusqu'à présent, non, on n'a jamais eu à contacter nos banques parce qu'on reste quand même sur des loyers qui sont pour nous qui rentrent quand même dans notre fonctionnement et dans notre budget. Donc je vais revenir sur le sujet de la pérennité, de la durabilité dont je parlais avec Lully. Comment est-ce que vous, Prisca, chez La Cloche, vous choisissez vos partenariats ? Quels partenariats vous privilégiez pour assurer la durabilité de votre association ? Alors nous, à La Cloche, on a un modèle économique assez classique pour une association. On a des financements publics à hauteur de 35-40%. Donc quand je dis public, ça va vraiment être communes, départements, régions, États et fonds européens. Et puis ensuite, on a pour 45-50% des financements privés. Donc là, ça va être des fondations d'entreprise, des fondations familiales. On a la chance à La Cloche d'avoir des partenaires qui nous accompagnent sur plusieurs années. Et c'est vraiment pour nous, comme tous les acteurs de l'ESS, c'est primordial d'avoir vraiment un accompagnement sur plusieurs années. Ça nous permet vraiment d'aller loin dans ce qu'on veut mettre en place, d'avoir les moyens de nos ambitions, de pouvoir de dérouler nos stratégies opérationnelles. Donc, c'est évidemment précieux. Et puis, on a vraiment une conception du partenariat qui n'est pas simplement un flux financier. On n'a pas forcément, évidemment que c'est le nerf de la guerre, bien sûr, mais on a des partenaires financiers qui nous ont accompagnés il y a quelques années et qui restent proches de nous, qu'on sollicite assez régulièrement, qu'on tient au courant assez régulièrement aussi de nos décisions stratégiques, de nos nouveautés, de notre innovation, mais aussi qu'on peut aussi solliciter dans le cadre de réflexions qu'on peut avoir nous en interne et pour lesquelles on est curieux d'avoir leur avis ou leur opinion. Donc on aime vraiment avoir cette communauté de partenaires avec nous et la banque pour nous c'est aussi ça rejoint un peu cette communauté de partenaires. Et je disais qu'on n'avait pas sollicité notre banquière en l'occurrence pour nos enjeux de foncier, mais c'est pas tout à fait vrai puisqu'effectivement on s'en est ouverte auprès de notre conseillère il y a quelques semaines en disant on va devoir chercher des locaux pour Paris dans quelques mois et elle a pu nous mettre en lien et nous envoyer des offres. Donc en fait, c'est pas tout à fait vrai ce que je vous disais, mais c'était très concret quand même. C'était pas forcément un accompagnement financier sur la question, c'était plus un accompagnement de réseau et très concrètement de nous envoyer des offres de location. Donc là, on voit que Lully note que peut-être vous pourriez venir chez Ethic, on ne sait jamais. Peut-être, on ne sait jamais, parce qu'évidemment, c'est tout l'enjeu des habitats temporaires. On sait que c'est le contrat. En fait, on s'installe et on est très heureux de faire partie d'un projet comme celui de Césure, qui est un super projet qui colle complètement à nos valeurs à La Cloche et avec qui on est ravis de pouvoir collaborer, mais on sait que ça a une durée de vie, c'était le deal initial, donc évidemment qu'on prépare la sortie et c'est quelque chose qui s'anticipe de quelques mois, voire plusieurs mois en avance, quoi. Voilà comment l'économie sociale et solidaire innove dans les réponses qu'elle apporte aux problématiques de société. Elle innove aussi dans ses modèles économiques grâce à des partenariats qui font réseau. Tout ça pour aller chercher plus d'impact dans leurs actions. Pour parler concrètement de l'impact des acteurs de l'économie sociale et solidaire, je vais commencer avec vous, Prisca, évidemment. Dites-nous comment vous arrivez à mesurer l'impact social de l'association La Cloche. Alors, on le fait de plusieurs façons et sur plusieurs thématiques. À La Cloche, on a 3 leviers d'action. Donc, on parlait tout à l'heure du réseau du Carillon, qui est ce réseau de commerçants et commerçantes solidaires partout en France. Évidemment qu'on a un suivi très quantitatif de ce réseau. Donc, aujourd'hui, ce réseau, il est composé de 1350 commerces, avec une typologie qui varie de plus en plus. Initialement, c'était un réseau de restaurants et de cafés et de bars. Aujourd'hui, on a des lieux culturels, des salons de coiffure, des cordonniers, des salles d'escalade. Enfin, voilà, l'objectif, c'est que les lieux correspondent aux besoins des personnes en précarité.
Donc on fait ce suivi-là, suivi qu'on fait directement ou indirectement, puisqu'on a un système de franchise sociale. Donc ce sont des acteurs des territoires qui développent ce carillon dans leur ville, dans les villes où nous, on n'est pas et on ne sera pas présent, ce qui nous permet d'avoir un impact indirect encore plus fort. Je parlais tout à l'heure du nombre de passages dans ces lieux en 2024, 93 000, ce qui est un nombre record depuis la création de la cloche. Et on a vocation à le développer davantage, ce réseau. Nous, on aimerait qu'il s'affranchisse de nous progressivement et puis qu'il puisse faire un peu des petits partout, parce que la précarité n'est pas présente qu'en ville, malheureusement. Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner, les commerçants membres du réseau ? Alors généralement, ils ont à y gagner que ça leur permet d'avoir un engagement léger et de leur permettre de mettre en musique leur engagement personnel et leurs convictions personnelles. C'est des personnes qui travaillent énormément, les commerçants et commerçantes qui ont des contraintes horaires qu'on peut imaginer et qui, pour autant, ont envie de s'engager pour une société plus solidaire et plus inclusive. Et ce réseau du Carillon, ça leur permet de faire leur part, de s'y inscrire, tout en ayant un modèle léger, puisqu'ils s'inscrivent dans ce réseau sur une base qui est à la carte. Ils s'engagent en fonction de leur capacité de temps, leur capacité de ressources humaines aussi, et puis en fonction du lieu qu'ils occupent aussi. Ils définissent avec nous les produits, les services qu'ils peuvent offrir. Donc c'est ça qu'ils ont à y gagner. Et puis nous, ce qu'on aimerait aussi transformer de plus en plus, c'est que ce soit générateur de revenus pour ces commerçants. Et ces commerçantes, et de se dire, moi je suis consommatrice, quitte à aller à la boulangerie acheter une baguette, je vais favoriser la boulangerie qui fait partie du réseau du Carillon parce que c'est en adéquation avec mes valeurs et que du coup cette boulangerie puisse se dire, je suis estampillée Carillon, ça me rapporte aussi plus de clients et clientes, et donc pour moi ça fait partie aussi de mon modèle économique. Donc on essaye de transformer ça, on est là après 10 ans de Carillon et les choses commencent à se développer encore plus, et c'est ce qu'on essaye de pouvoir proposer à ces personnes. Liu Lidin, vous nous avez dit que Ethic aujourd'hui a créé une dizaine de lieux. 10, je crois, précisément. Actuellement, oui, on a un parc de 10 lieux qui représentent 25 000 m² environ. D'accord. Et alors surtout, ça représente combien de structures accueillies ? C'est ça qui m'intéresse davantage. Oui, ok. C'est 176 structures accueillies. Et depuis le démarrage, dans nos tiers-lieux, c'est environ 1600 emplois créés de manière directe ou indirecte. 1600 emplois ? Alors, c'est pas vous qui les avez créés, c'est les structures que vous hébergez ou qui louent chez vous. Et ça représente combien de... Vous avez réussi à mesurer combien de bénéficiaires indirects ça représente ? Donc, les bénéficiaires des structures qui sont chez vous, au total, ça représente combien de personnes ? Non, on n'a pas cette donnée. Ça vaut le coup de le mesurer, je suis d'accord. Alors, quels sont les autres indicateurs d'impact qui sont les vôtres ? Alors, du coup, nous, c'est vrai qu'il y a le volet environnemental qui compte beaucoup chez nous. Donc, on a des bâtiments qui sont 6 fois moins émetteurs que les bâtiments classiques en France. Nos bâtiments sont dans le top 5%, voire 1% pour certains dans les bâtiments les plus économes. On a aussi... en 2024, 671 tonnes de CO2 évitées et 62 tonnes d'eau potable, donc économisée aussi. Donc ça, c'est des données qui sont assez intéressantes. Il faut comprendre que les résidents qui viennent chez Ethic viennent aussi parce que non seulement il y a un cadre qui leur convient, mais aussi viennent aussi parce que l'immobilier en fait est conforme à leurs valeurs et à leurs convictions en matière d'engagement social et environnemental aussi. Et quels sont vos projets à court terme ? Alors, à court terme... L'ouverture de nouveaux lieux ? Alors, il y a 2 sujets qui nous intéressent. Un, c'est l'amélioration continue de notre offre et de nos sites. On aime beaucoup le sujet d'aller plus loin dans l'aspect serviciel de notre offre. Et deuxièmement, l'équipe développement travaille effectivement sur des projets innovants, sur des secteurs qui nous intéressent beaucoup, comme la santé ou l'éducation. Frédéric Hello, chez Caisse d'Épargne, comment est-ce que vous mesurez, vous, l'impact social d'un projet foncier dans l'ESS ? Sa pérennité. Pas évident, hein ? C'est sa pérennité, évidemment. C'est-à-dire que si déjà, au bout de plusieurs années, notre dette continue d'être remboursée, on a réussi notre coup, parce qu'on ne va pas avoir non plus l'outrecuidance de dire à nos acteurs quel doit être leur bon critère d'impact. On considère que cette étude a été faite, et pour avoir été témoin de beaucoup de tentatives d'études d'impact faites par des structures, on sait bien qu'il y a finalement une méthode par acteur. Et donc, c'est très difficile d'agréger ces données ensuite pour dire, nous, Caisse d'Épargne, on a eu cet impact-là, que ce soit en nombre, en qualitatif, ou en lien direct entre ce que nous avons fait d'ailleurs et l'impact que nous avons mesuré. Donc, tout ça sont des sujets très complexes. Certains acteurs financiers le font, les fonds impact notamment, pratiquent cette double analyse qui est assez intéressante et dont je me sers beaucoup quand ils sont présents dans un dossier de financement. Après, Luli l'a abordé également, c'est en fait, on a quand même un axe stratégique fort sur nos territoires.
qui consiste à dire, nous, Caisse d'épargne, 200 ans d'existence, notre objectif, c'est de couvrir les besoins fondamentaux. Et les besoins fondamentaux, et on essaie de déployer une stratégie en fonction de ça, et en accompagnant les acteurs qui sont dans ces écosystèmes-là. C'est sans surprise l'éducation, et quand vous parlez d'éducation, à 90%, vous allez trouver des acteurs de l'ESS, dans la formation, dans l'alternance, dans l'insertion par l'activité professionnelle, dans l'enseignement secondaire et privé. Vous allez trouver des acteurs de l'ESS en grande majorité, on ne le sait pas assez, mais c'est le cas. Dans la santé, vous avez tout le pan du médico-social qui est très important, mais le logement également. Le logement et là on parle de foncières solidaires, je pense que les foncières solidaires sont encore plus nombreuses dans le domaine du logement, donc des projets que nous essayons de monter d'ailleurs nous-mêmes, en essayant d'être un peu plus offensifs, alors non plus en tant que banquier prêteur, mais banquier investisseur. Donc notre objectif des années à venir, c'est d'essayer de dégager des poches un peu solidaires dans nos manières d'investir, et pour dire, eh ben voilà, dans ce projet immobilier, je vais demander un taux de rentabilité bien inférieur au peut-être 7-8 qu'on demande habituellement. Au lieu de rester 5-7 ans, je vais m'engager à rester plus de 10 ans. Ça, c'est important pour ce type de foncière solidaire. Et on essaie d'étendre ainsi cette durée, et on démontre ainsi, là aussi, que notre volonté d'être utile aux acteurs du territoire, tout simplement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur notre plateau aujourd'hui. On retient que le foncier reste évidemment un défi essentiel pour l'économie sociale et solidaire, parce que quand il y a un lieu, il y a de la vie collective, et donc on peut déployer des actions de solidarité. On voit aussi que les partenariats, quand ils sont innovants et quand ils sont solidaires, eh bien, ils permettent de contourner les contraintes, et ils permettent d'avoir un impact durable. Voilà, c'était Partenaires d'impact, l'émission qui met en lumière les alliances qui changent le monde. Alors, si vous aussi, vous êtes à l'initiative d'actions de partenariat qui ont un impact comme ça sur votre territoire, contactez-nous pour qu'on puisse en parler. D'ici là, merci pour votre attention, et merci à Impact Production pour la réalisation. Merci à Caisse d'épargne pour la coproduction, et à très vite pour un nouveau Partenaire d'impact sur mediatico.fr.